Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 7 décembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, la sécurité nucléaire en question après les révélations de Mediapart sur une gigantesque fuite de documents concernant l'EPR de Flamanville. On en parle avec Jade Lingard de la rédaction, Yannick Rousselet de Greenpeace et Mathilde Panot, députée insoumise. Les frasques d'un eurodéputé hongrois du parti nationaliste et très conservateur de Viktor Orban, Corentin Léotard en ligne de Budapest, nous dira pourquoi ça tombe très mal pour le président hongrois. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 40, saison 2. C'est une fuite sans précédent qui interroge sur la sécurité nucléaire en France, c'est-à-dire la façon dont les informations très sensibles circulent sur nos centrales. La fuite de nombreux documents concernant l'EPR de Flamanville, dont l'ONG Greenpeace a été destinataire et qu'elle a permis à Mediapart de consulter. Pour en parler, Jade Lingard. Salut Jade. Salut. C'est toi qui révèle cette fuite dans une enquête dans Mediapart, qui révèle l'ampleur de cette fuite. Et Mathilde Panot, bonjour. Vous êtes députée France Insoumise, membre de la commission développement durable, et vous avez participé à la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Jade, d'abord, de quoi parle-t-on? Combien de documents tu as pu consulter? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce qu'ils contiennent de si sensible? Oui, bien sûr. Donc là, on parle de milliers de pages de documents qui sont de formes très diverses. Il y a à la fois il y a des rapports, il y a des fiches techniques sur des appareils, sur des équipements. Il y a des mails, il y avait plusieurs centaines de mails. C'est pas un document, c'est un ensemble de documents donc, que nous avons pu consulter et qui en fait sont tous liés aux travaux, au chantier de sécurisation du site nucléaire de Flamanville, où il y a en effet l'EPR en construction, comme tu le disais, mais il y a aussi 2 réacteurs nucléaires qui sont en fonctionnement aujourd'hui. C'est un gros site nucléaire Flamanville. Et en fait, donc, ce sont des documents qui proviennent du chantier de la sécurité de ce site. Donc les clôtures électriques, les alarmes, où se trouve quelle alarme reliée à quelle partie de la clôture électrique entourant le site de Flamanville, des plans extrêmement précis. Et il faut savoir que les plans des centrales nucléaires, aujourd'hui, ils sont pixelisés sur Google Maps, parce que c'est considéré comme des informations extrêmement sensibles, dans le sens où ça pourrait être utilisé de manière malveillante pour trouver des coordonnées GPS et, je sais pas, y balancer des explosifs ou autres matières dangereuses. Et donc, il y a également dans ces documents des images de caméra par caméra, les angles morts de ce que chaque caméra ne peut pas filmer, la hauteur des clôtures, le plan du sas d'entrée, c'est la marque, par exemple, autre exemple, la marque des caméras vidéo, donc de manière, plein d'éléments pour savoir exactement en fait quel équipement est capable de voir quoi. Il y a même, alors là ça m'a vraiment bluffé, il y a même la taille des vis et des boulons et la forme de ces vis et boulons permettant de serrer en fait des parties de la clôture en serrant. Desserrer. Et donc en fait c'est la conclusion qu'on peut en tirer, c'est-à-dire tous ces éléments qui servent à monter en fait les dispositifs de sécurité du site, par déduction ils doivent pouvoir servir à le démonter. Donc c'est dans ce sens-là que c'est vraiment gravissime que ce type d'information soit en circulation et arrive jusqu'à Greenpeace et Mediapart. Ça vous inspire quoi, vous, Mathilde Panot, cette fuite de documents? C'est très inquiétant parce que les implications derrière, elles sont extrêmement graves. Ça veut dire qu'en dehors des personnes qui sont habilitées à avoir ces informations-là, en dehors de ce milieu-là, circulent des informations qui mettent en danger l'ensemble de la population. Il se trouve qu'on a mené une commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire qui a terminé, je crois, en 2018-2019. Et qu'on avait fait un certain nombre de préconisations avec des failles très importantes sur la question de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Et là, on a une preuve manifeste que EDF ne contrôle plus rien sur la circulation de l'information et qu'on ne peut pas mettre un EPR en service dont tous les plans ont circulé. On comprend bien le danger que ça fait courir. Or, toutes les recommandations de ce rapport-là, qui avait été menées par Barbara Pompili, qui est aujourd'hui ministre de la Transition écologique et solidaire, eh bien, toutes ces recommandations-là, elles ont été complètement enterrées. Et une des choses qu'on pointait dans le rapport, c'était les problèmes qui étaient liés à la sous-traitance en cascade. Et là, dans ce cas-là, on voit qu'on est typiquement sur un de ces problèmes-là, c'est-à-dire que la sous-traitance en cascade, en plus d'être
être absolument terrible pour les hommes et les femmes qui y travaillent, qui reçoivent 80% de la dose radioactive, etc., est un danger aussi pour la sécurité des sites nucléaires. On va y venir justement à cette sous-traitance. Alors, Jade, on ne diffuse pas les documents dans Mediapart, c'est-à-dire que si vous allez lire cette enquête, à condition d'être abonné, et je vous le recommande si vous le pouvez, on ne verra pas ces plans. Pourquoi ? Non, on a pris la décision de ne publier absolument aucun document, aucun plan, aucune photo, même aucun extrait de fiches techniques d'aucune manière. Parce que ce sont des documents, on comprend très bien, qui sont couverts en fait par différents régimes de confidentialité. Alors je précise peut-être à ce stade qu'aucun de ces documents n'est estampillé secret défense. Ils sont estampillés confidentiels, restriction, protection site. Il y a toute une terminologie en fait interne à EDF. Mais pour autant, il nous a semblé que nous, le rôle qu'on pouvait jouer en tant que journaliste par rapport à ce type d'information, c'était d'alerter sur le fait qu'on était destinataire, enfin en tout cas qu'on avait eu accès à cette information, mais que notre rôle n'était pas du tout de publier des documents sur lesquels on alerte en fait. Oui, on alerte sur le fait qu'ils existent et qu'ils soient en circulation, donc c'est surtout pas en fait pour participer nous-mêmes à la diffusion encore plus ouverte de ces documents. En revanche, j'ai essayé de décrire en fait dans l'article et de donner des exemples pour que tout un chacun ait la compréhension en fait du type d'information qui s'y trouve, mais voilà, on essaie de jouer un rôle aussi d'alerte en fait et d'être un peu une barrière par rapport à ça. Alors justement, on va néanmoins donc essayer de comprendre la teneur de ces documents et de la gravité d'une telle fuite avec une sorte de démonstration in situ. Mathieu Magnodex et Youm Nikezou sont allés à Cherbourg, à proximité du site EPR de Flamanville. Ils avaient rendez-vous avec Yannick Rousselet, en charge des questions nucléaires chez Greenpeace France, sur une falaise qui surplombe la centrale. Il leur a montré certains de ces fameux documents sensibles auxquels Greenpeace a pourtant eu accès. Le plan il est en très haute définition, il peut être évidemment très agrandi. On voit l'intitulé, plan orthonormé du poste commandement de crise sécuritaire. Donc on voit bien que c'est toute la gestion en cas de pénétration. On voit des plans beaucoup plus détaillés. Ici on voit les plans de l'EPR avec le réacteur. On voit ici BK, c'est le bâtiment du combustible, avec les systèmes de protection. On voit la guérite ici du gardien, on voit les protections, etc. Là, on voit les installations de surveillance qui sont là. On voit aussi l'ensemble des connexions sur le site au niveau de tout l'ensemble de la sécurité, au niveau électricité, électronique. C'est quand même extrêmement détaillé ce qu'on voit. C'est très détaillé. Des documents qui, selon lui, témoignent de très nombreuses failles de sécurité. Dans les documents qui nous ont été remis, finalement, c'est un descriptif de tout ce qui concerne la sécurité du site qui est derrière nous. Aussi bien les clôtures qu'on voit là, que les sas d'accès, que le détail des bâtiments qui sont à l'intérieur, avec la géolocalisation de ces bâtiments, des caméras, des senseurs de détection, etc. C'est-à-dire que tout ce qui va être lié, non pas à la sûreté du réacteur, mais à la sécurité, à la protection, finalement, on a été destinataire de la totalité de ces documents, des milliers de pages dans lesquelles on a le détail sur chaque caméra, chaque senseur, chaque câblage électrique ou électronique. Lorsqu'on regarde derrière, alors l'EPR il est derrière la falaise, mais lorsqu'on s'approche de l'EPR, là aussi, on a les plans, les détails de ce qu'on appelle la ZPR, zone de protection renforcée, qui est là la dernière barrière de sécurité. Et là aussi, on a l'ensemble du détail qui est arrivé donc chez Greenpeace il y a maintenant quelques mois. Et Yannick Rousselet a pris un exemple très parlant, celui de nombreuses caméras de vidéosurveillance qui entourent le site nucléaire censé être très protégé. Et puis on voit le long de ces poteaux qui sont le long de la clôture, on voit un certain nombre de dispositifs de caméras. Nous avons la géolocalisation des caméras, alors celles-là on les voit, mais aussi de toutes celles qui sont de l'autre côté du site, la protection du côté maritime. Lorsqu'on voit qu'on a par exemple des images de chacune des caméras qui montrent les angles de surveillance, mais aussi tous les angles morts qui font que ces caméras ne peuvent pas détecter une présence, il y a la recette pour ne pas se faire prendre. On a tous les secrets industriels. C'est tous les secrets, on va dire, de mise en place d'un système de sécurité totalement défaillant. Aujourd'hui, se promènent dans la rue les plans de la banque, les plans du coffre-fort et les clés qui vont avec. Responsable, selon Greenpeace, de ces défaillances majeures, EDF et son système de sous-traitance. Le problème qu'on a avec EDF et ce chantier, c'est que d'un bout à l'autre, il est hors de contrôle. On voit une défaillance complète sur la construction, sur la gestion, sur les soudeurs, etc. On se rappelle toute l'histoire. Mais on voit que dans le domaine
de la protection de la sécurité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cascade de sous-traitants qui travaillent tous pour ces chantiers, qui finalement, rien que pour réaliser du travail, demandent des informations. Et ce n'est pas la faute d'un individu, c'est la faute d'un système qui est défaillant, sur lequel, en fait, l'exploitant lui-même met les gens dans des situations de détenir des informations extrêmement sensibles. Et donc, évidemment, cette sous-traitance amène à diffuser, à multiplier les informations et à les perdre. Ces informations ultra sensibles tombées dans les mains de Greenpeace, l'organisation a choisi de ne pas les divulguer sur la place publique. Elle a même transmis certains de ces documents au ministère de l'écologie pour l'alerter. Et Yannick Rousselet s'inquiète évidemment de la facilité avec laquelle certains pourraient y accéder. Il pourrait y avoir des détournements utilisés par exemple d'engins radiocommandés et il suffirait de lui rentrer les poids GPS. Or aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il y a dans ces plans. Donc évidemment, le problème il est que en donnant l'ensemble de ces éléments, aujourd'hui c'est Greenpeace qui en a hérité entre guillemets, mais nous on a évidemment, Greenpeace a placé ces plans en situation de sûre, et donc évidemment on ne va pas les divulguer. Simplement, à partir du moment où dans la rue on nous donne ces plans, ça veut dire que d'autres personnes qui auraient acheté ces informations ou qui auraient des volontés d'actes de malveillance pourraient avoir eu aussi accès à ces informations. Qu'est-ce que ça prouve? Danger majeur autour de la centrale? Aujourd'hui, il est sûr que le haut fonctionnaire de défense a autorisé une première livraison de combustible nucléaire vers le site. Clairement, il faut arrêter ça. On ne va pas continuer de mettre des matières dans un endroit dans lequel on a diffusé des informations qui permettent justement d'atteindre ces matières. Donc là, pour nous, il faut arrêter les livraisons. Ensuite, entre les réacteurs 1 et 2 et l'EPR, la clôture a été ouverte pour faire plus qu'une entité. Clairement, refermons-la pour être certain qu'au moins, même si l'EPR est défaillant, on n'ait pas accès aux réacteurs qui, eux, sont en fonctionnement ou essayent d'être en fonctionnement aujourd'hui. Je vous voyais acquiescer, Mathilde Panot, il faut arrêter la livraison des combustibles, comme le demande Yannick Rousselet. Évidemment, parce qu'en fait, il faut refaire un peu d'histoire sur cet EPR. L'EPR, c'était censé être le nouveau type de nucléaire, celui qui était moderne. Au départ, avec donc une construction en 2007, il devait être mis en service en 2012 au départ, et il devait coûter 3,5 milliards d'euros. Entre-temps, ça a été un modèle de fiasco. Modèle de fiasco parce que d'abord, en 2015, on s'aperçoit que l'acier qui fait la cuve et le couvercle de la cuve, donc quand même une des choses les plus importantes de l'EPR, ont des malformations qui peuvent entraîner des problèmes de sûreté et de sécurité très fortes. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes avec les soudures, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes avec le radio. Bon, il y a plein de malformations qui existent. Plus, on rajoute à ça le fait que Bouygues ait été condamné pour travail dissimulé en employant 460 travailleurs qui étaient roumains ou polonais, qui étaient employés par une entreprise. Alors il faut s'accrocher un peu, une entreprise qui était basée en Irlande, mais qui les embauchait via une firme qui était à Chypre, avec des travailleurs roumains et polonais qui avaient des contrats qui étaient écrits en chypriote, langue qu'ils ne parlent pas. Donc je veux dire, c'est un fiasco social, c'est un puits sans fond incroyable, et tous les exemples étrangers ont montré que c'était un fiasco, et pourtant nous avons un gouvernement qui s'entête sur cette question. Se rajoute cette fuite de documents qui met en danger même l'existence de cet EPR. Comment allons-nous pouvoir continuer un EPR qui a déjà montré sa faillite dans tous ces domaines et qui en plus est une faille de sécurité en soi-même, vu le nombre d'éléments qui ont été divulgués. Donc oui, il faut d'urgence arrêter ces livraisons de combustible. Et puis moi-même, je le dis, je pense qu'il faut arrêter avec cet EPR tout court et aller enfin vers une transition énergétique digne de ce nom dans notre pays. C'est votre programme, on sait. Qu'est-ce que la députée... C'est important. Mais c'est important et vous l'avez répété. Qu'est-ce que la députée que vous êtes peut faire face à cette fuite de documents? Est-ce que vous allez demander une enquête? Est-ce que vous allez demander à auditionner EDF? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors oui, on va s'en saisir, ça c'est évident, parce que c'est trop grave en termes politiques pour qu'il n'y ait pas de réaction politique à ça. Donc évidemment, on va interroger le gouvernement sur cette question-là, on va interroger EDF autour de ça, on va demander notamment
notamment à ce qu'il soit reçu à l'Assemblée, qu'il y ait une enquête effectivement sur ce sujet-là. Mais moi, je crois qu'il faut revenir sur les propositions qui avaient fait consensus quand même entre beaucoup de députés qui avaient travaillé de différents bancs. Moi, par exemple, je suis anti-nucléaire, mais je crois que c'est extrêmement important de se soucier de la sûreté et de la sécurité nucléaire parce que ces réacteurs nucléaires vont rester pendant longtemps sur notre territoire. Et je crois que beaucoup des recommandations qui sont dans ce rapport doivent être ressorties et enfin posées en acte. Barbara Pompili les avait soutenues, bien maintenant qu'elle les fasse et qu'elle les mette en musique par son gouvernement. Justement, Jade, est-ce que la ministre de l'écologie a réagi à cette enquête? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. EDF de son côté minimise en fait vraiment la portée en fait de ces informations parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a tous les documents auxquels nous avons eu accès une fois que Greenpeace nous y a donné accès, mais après il y a eu tout le travail d'enquête qu'on a fait, notamment de contacter les uns et les autres, les prestataires, etc. Et donc notamment EDF. Ce que je veux dire c'est qu'il y a eu toute une série d'échanges et de questions-réponses avec eux. Pour qu'on comprenne bien justement, la sécurité nucléaire elle dépend du SHFDS, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité au ministère de l'écologie. Absolument, donc c'est le chef de la sécurité au ministère de la transition écologique. Voilà, tu les as interrogés pour savoir ce qui était classé secret défense et voilà ce qu'ils t'ont répondu. Je vais lire leurs réponses. Sont classifiées les informations concernant les systèmes de sécurité des installations nucléaires, systèmes de détection des intrusions, systèmes de surveillance, procédures de sécurité, les plans des locaux sensibles. Autrement dit, Jade, la plupart des documents qui ont fuité. Ça ressemble énormément à ce que nous, on a pu lire, en fait, comme document. Donc, en toute logique, parce qu'évidemment, aucun des documents n'a été... Je n'ai pas envoyé les documents au HFDS, donc à ce haut fonctionnaire défense et sécurité, ni à EDF. Donc, ils n'ont pu réagir qu'à ce que j'avais décrit. Théorique. Voilà, c'est ça. Cependant, là, ils les ont lus, peut-être que tu les recontacteras et qu'on aura une autre réponse. Donc, sachant ça, EDF, qui est chargé de l'EPR de Flamanville, pareil, tu les as contactés et ils ont, je dirais, minimisé ce que tu écris dans ton enquête, la gravité de la fuite, en te répondant ceci. Le fait de disposer des plans de la zone d'accès contrôlée de Flamanville ou encore de disposer de l'emplacement des caméras ou de détecteurs n'est pas une information protégée ni classifiée puisque ces informations sont visibles et peuvent être constatées à l'œil nu par tout à chacun sur les sites. Alors qu'en fait, ça paraît un peu léger. Ça paraît très léger parce que certes on peut voir les caméras et certes on peut voir la clôture, mais comme on l'explique depuis tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises dans cette suite de documents et que par ailleurs ils se contredisent eux-mêmes parce que ce qu'ils nous répondent en disant cette phrase lors de l'enquête contredit en fait des informations que eux-mêmes ont transmises au haut comité qui travaille sur les questions de transparence et de secret dans le nucléaire parce que bon c'est quand même un monde qui est quand même très organisé. Il y a plein d'administrations, il y a plein de gens qui travaillent en vrai à la sécurité nucléaire dans ce pays. Et donc les informations que EDF avait transmises à ce haut comité concernant le périmètre de ce qui peut être diffusable ou pas en termes d'information, ça j'en fais état dans l'article parce que j'ai eu accès à un document interne d'EDF expliquant cela. Et dans la liste des informations que EDF dit devoir être occultées, donc les informations occultables, selon la formule exacte, il y a tous les éléments que nous avons donnés, décrits, et notamment ce qu'eux-mêmes citent là, clôture et caméra. Donc moi je pense que ce que ça révèle, c'est que ils veulent minimiser, il y a une dimension de communication de leur part. On peut comprendre. Mais communication de crise. De communication de crise, on essaie de... Voilà. Mais il n'y a pas que ça derrière, c'est qu'en fait, c'est pas clair. En fait, qu'est-ce qui est secret, c'est pas clair. Quel niveau de secret, c'est pas clair. Donc à partir du moment où c'est tellement flou et ambigu de savoir qu'est-ce qui est secret, couvert par quel régime de confidentialité concernant la sécurité, immanquablement, c'est mal appliqué. Les règles sont pas claires, les secrets sont pas clairs, et que comme on a ce système où on a les personnes qui construisent, en fait, qui ont construit le système de sécurité de l'EPR de Flamanville, ne sont pas des personnes qui travaillent directement pour EDF. Donc, ce sont des personnes qui travaillent pour des prestataires extérieurs. Donc, par définition, ce ne sont pas des gens qui peuvent vivre sur le chantier de l'EPR pendant 2 ans. Donc, par définition, ils sont à l'extérieur. Donc, par définition, il faut trouver un système de circulation de l'information. Et bien, ça crée des failles. Parce que, en fait, c'est l'autre chose que nous, on a découverte en faisant l'enquête, c'est qu'il y a plein de règles
Et que EDF, ils vont répondre ça. S'ils répondent à d'autres questions, ils expliqueront que les prestataires n'ont pas le droit de télécharger sur leurs ordinateurs les documents que nous avons pu voir, n'ont pas le droit de les mettre sur des clés USB, n'ont pas le droit de les ramener chez eux. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on a vu en regardant les échanges de mails entre les prestataires et en parlant à certains prestataires, c'est qu'en fait, le système sécurisé, il bug. Donc à des moments, le serveur sécurisé, il bug. Donc le prestataire, il ne peut pas avoir accès aux documents dont il a besoin. Donc en fait, il va chez son copain prestataire, autre prestataire, pour récupérer sur une clé USB le document qui lui manque. Et en fait, avec les meilleures intentions du monde et avec un souci de professionnalisme, mais simplement, en fait, ça commence à mettre en circulation des choses qui ensuite circulent par email. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a vraiment un lien hyper concret et pragmatique. Et moi, je pense incontestable, en fait, entre cette organisation en prestation. Nous, on a repéré trois niveaux de sous-traitance. C'est pas non plus 50, mais ça suffit, en fait, pour créer des vulnérabilités et une circulation qui crée cette situation de fuite actuelle. Mais c'est incroyable. En fait, c'est incroyable la réponse que fait EDF dessus. Parce que pourquoi elle est incroyable cette réponse-là? Parce qu'ils sont tout le temps dans le déni. Lorsque Greenpeace faisait des actions justement pour dénoncer les failles de sécurité, ils préféraient acter sur le fait que c'était illégal, leur faire des procès, donc pointer le lanceur d'alerte plutôt que de regarder un peu l'alerte qui a été faite. Là, c'est une alerte quand même très forte. Et sur tout ce qui est dit sur les règles qui sont mises en place, on a eu des tonnes d'exemples. Il y a plein d'exemples tous les jours. Il y a un an de ça, il y a un sous-traitant nucléaire qui a été retrouvé après 3 jours. Et bon, il était tombé évanoui dans un endroit. Et après 3 jours, normalement, vous contrôlez un peu qui rentre et qui sort de votre centrale. Là, personne ne savait qu'il était ici. Enfin, on a des exemples comme ça de failles de sécurité et de sûreté. On en a plein. Et en plus de ça, on est en fait rentré dans un nucléaire low cost où 80% des activités maintenance sont faites par des sous-traitants nucléaires. Et on a déjà eu un exemple de quelque chose qui aurait pu être très grave et qui heureusement a été assez circonscrit. C'est le moment où il y avait eu la chute d'un générateur de vapeur à Paluel. Et l'enquête qui avait suivi ce fait-là avait montré que c'était du fait d'une cascade de sous-traitance et d'une perte de compétences du coup des exploitants qu'on était arrivé à quelque chose qui aurait pu être très grave et qui, bon, heureusement, était resté un incident, on va dire ça comme ça. Mais on a des tonnes d'alertes, plein d'exemples, mais ils préfèrent continuer à se voiler la face pour ne pas mettre en place les solutions qu'il faudrait mettre en place et être à la hauteur de ce qu'on devrait avoir comme sécurité nucléaire dans notre pays. Merci à toutes les deux. La suite, du coup, c'est dans l'hémicycle avec une question au gouvernement ? Ça pourrait, on va en discuter demain, mais c'est assez grave pour en justifier une, oui. Alors on va suivre ça avec attention. Merci à toutes les deux. Merci Mathilde Panot, députée insoumise du Val-de-Marne. Jade Lingard, on te lit bien sûr dans Mediapart, direction la Hongrie. Bonjour Corentin Léotard, tu es à Budapest, tu suis pour Mediapart l'actualité là-bas et tu nous parles aujourd'hui des frasques d'un eurodéputé du parti de Viktor Orban qui tombe au plus mal pour le président en plein bras de fer avec l'Union européenne. Bonjour Valentine. Oui, en effet, il s'agit du député européen József Szájer. Alors, il n'a pas quitté son poste d'eurodéputé le 29 novembre comme il l'avait expliqué en raison de sa grande fatigue après 30 années de combat politique. Non, la véritable raison, c'est les médias belges qui l'ont découvert quelques jours plus tard. C'est qu'il s'est fait pincer par la police bruxelloise dans une soirée de débauche sexuelle en compagnie d'une vingtaine d'autres hommes. C'était une soirée clandestine et il était en possession de drogue. Et József Szájer, c'est pas n'importe qui, c'est un des cofondateurs du Fidesz aux côtés de Viktor Orban à la fin des années 80. Donc on les voit ici, côte à côte au Parlement hongrois en 1990. Et en 88 d'ailleurs, son tout jeune parti se faisait alors le chantre de la liberté face au Parti communiste. On l'écoute. We want a Hungary where there is no control from the top of every citizen. We want free citizens who can use their things as they want and live in freedom and can organize, can publish newspapers, can do what they want, and without any special ideological constraints and control. Freedom to everyone to think what he wants. Oui, alors cette vidéo, elle montre bien que l'Alliance des jeunes démocrates fondée en 88 et József Szájer ont bien changé. József Szájer, ça a été l'une des plumes qui a rédigé la constitution hongroise au début des années 2010, une fois que le Fidesz est revenu au pouvoir. Et c'est une constitution très conservatrice
et qui impose une couche de vernis national chrétien sur une société qui l'est beaucoup moins. Elle proclame par exemple que la famille traditionnelle est le socle de la société et ferme la porte à double tour à toute possibilité d'un futur mariage entre personnes de même sexe. Cet épisode bruxellois, quelles conséquences il va avoir pour Viktor Orban ? Alors, le Fidesz perd clairement son meilleur atout à Bruxelles. D'ailleurs, c'était la pièce maîtresse d'Orban au Parlement européen. Il était député depuis 2004, c'est-à-dire depuis l'année où la Hongrie a rejoint l'Union européenne. József Szájer, c'était un des modérés du parti et il maintenait tant bien que mal le lien qui reste entre le Fidesz d'Orban et le Parti populaire européen, dont le Fidesz, je le rappelle, est toujours suspendu et risque la suspension. Ce qui achèverait de marginaliser Orban, qui a déjà pris un grand coup sur la tête avec les dernières élections européennes, où les formations nationalistes ont relativement déjoué. Et alors, cette affaire aussi, elle ridiculise la position très conservatrice d'Orban au-delà des frontières de la Hongrie, comme on peut le voir avec cette fresque murale à Rome qui présente József Szájer en icône gay et le blason hongrois revisité avec un drapeau arc-en-ciel, ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Oui, les 6 partis d'opposition sont tombés vraiment à bras raccourcis sur le Fidesz pour dénoncer son hypocrisie. Et en plus, il faut savoir que ce n'est pas le premier scandale du genre qui éclabousse le parti. L'an dernier, quelques jours avant les élections municipales, le maire Fidesz de Győr, qui est la 5e ou 6e plus grande ville du pays, avait été montré sur une vidéo où il était sur un yacht en compagnie de prostituées et de drogue, ce qui avait sévèrement secoué le Fidesz déjà à l'époque. Et plus récemment, on sent vraiment la tentation du Fidesz de s'engager dans la voie polonaise, qui est celle d'une homophobie d'État. Cette année, le Fidesz a voté une loi qui interdit aux personnes transgenres de modifier la mention de leur sexe sur leurs documents d'état civil. Et plus récemment, au début du mois de novembre, il a déposé plusieurs amendements à la Constitution qui stipulent que la base de la relation familiale est le mariage et qui réaffirme que la mère est une femme et le père est un homme. Et comment le Fidesz a justifié ça? En expliquant que les concepts intemporels issus de l'ordre de la création sont constamment menacés, et là je mets des guillemets bien sûr, par les idées modernes qui relativisent toutes les valeurs traditionnelles. Donc cette affaire Szájer, elle tombe particulièrement mal pour Orban au moment où il défie l'Europe sur la question du futur budget européen. Oui, particulièrement mal parce que Budapest est engagé depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec le reste de l'Union européenne et bloque l'adoption du futur budget européen et du plan de relance post-Covid, au motif que ces futurs fonds européens pourront être supprimés à un pays qui se rendait coupable d'atteinte à l'article 2 du traité européen, donc de l'état de droit. La Hongrie se retrouve absolument seule avec la Pologne dans son bras de fer. Et cette affaire Szájer tombe si mal que les médias pro-Orban veulent croire que c'est l'œuvre de services secrets étrangers qui auraient tendu un piège à l'eurodéputé. Et ils pointent même directement la responsabilité des Allemands, alors sans aucune preuve à l'appui. Les Allemands qui auraient cherché à affaiblir le Fidesz et à le pousser à jeter l'éponge dans son bras de fer avec l'Union européenne. Donc on va voir ce qui sort du Conseil européen qui va se réunir en fin de semaine. Orban lui a prévenu qu'il ne céderait pas. Merci Corentin. Léotard, on te lit dans Mediapart. Bonne soirée à Budapest. À bientôt. Tout de suite, le 24h Mediapart. Petit résumé de ce que vous pouvez lire sur Mediapart. Il y a 2 semaines, la France faisait un petit pas vers un meilleur contrôle de ses exportations d'armes avec la publication d'un rapport parlementaire sur le sujet. Oui, mais voilà, ce rapport n'a pas plu au service du Premier ministre. Un document confidentiel défense sur lequel nos partenaires de Disclose ont mis la main dévoile le plan secret du gouvernement pour empêcher tout contrôle démocratique des ventes d'armes. Et c'est bien dommage. On reste sur la question des droits humains avec cet article de René Bachmann dans lequel il dénonce le silence de Paris devant le jugement pour terrorisme d'une militante saoudienne. Loujain Al-Atloul a été arrêtée en mai 2018 pour avoir fait campagne en faveur des droits des femmes. Elle va être jugée à Riyad pour terrorisme. Des diplomates de 8 pays ont tenté en vain d'assister à son procès, nous apprend René Bachmann. Il n'y avait pas de Français parmi eux et c'est bien dommage aussi. Détour par le club à présent, ce billet de Jean Bobéro, spécialiste de la laïcité, publié à 3 jours de la présentation du projet de loi séparatisme en Conseil des ministres. Pour Bobéro, ce texte
manifeste une pente dangereuse vers une sarkozysation à laquelle, dans cette lettre ouverte, il supplie Emmanuel Macron de renoncer, pas certain qu'il soit entendu, et ce serait dommage aussi. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut et bonne soirée.